Bonsoir à tous, est-ce que vous m'entendez? On t'entend. Bon, super. Bon, je vois que vous êtes nombreux ce soir et c'est un grand plaisir encore de faire un jeudi en ligne. Voilà, à défaut de pouvoir le faire en présentiel, ça a au moins le mérite d'exister et de nous réunir un petit peu comme on peut. Ce soir, je remplace, entre guillemets, Barbara Rizzo, qui a l'initiative de l'organisation de cet événement ce soir, qui s'excuse auprès de vous, qui aurait aimé être là, mais voilà, la dose d'obligation. Voilà, je vais faire juste un petit récapitulatif, une introduction le plus rapide possible pour laisser du temps pour parler du cœur du sujet qui nous intéresse ce soir. Donc, on est sur un jeudi du Saka. Pour faire une mise en contexte, c'est que c'est quelque chose, des cycles qu'on a créé il y a 1 an et demi à peu près, où on essaye de mettre en fil rouge la transition écologique et d'inviter à discuter et à faire partager des savoirs un peu transversaux, donc si possible, architecture en premier, évidemment, on a un syndicat d'architecture, mais bureau d'études, entreprises, prescripteurs, enfin voilà, tout ce qui nous sera utile pour que dans nos agences et dans nos exercices, on puisse voilà, avoir des données opérationnelles pour nos projets et aller de plus en plus loin dans les détails. Donc ce soir, nous avons PAL, un partenaire du SACA que je suis contente de voir avec nous. Oui, tu as ton micro coupé. Mais oui, je vois que tu nous dis bonsoir. Qui va nous faire une présentation de l'entreprise et puis de la façon dont on peut échanger avec eux sur leurs produits qualitatifs, évidemment. Et voilà, je vous remercie aussi dans l'ensemble parce que c'est grâce aux partenaires comme vous que des événements comme ce soir peuvent exister et pas seulement ces événements-là, c'est un peu toute l'activité du syndicat qui est rendue viable grâce à ces partenariats. Ensuite, on passera la parole à Fibois, Madame Armand, que je vois, Claire, que je vois aussi qui est connectée. Bonsoir. Qui parlera de la filière bois et un focus plus régional pour faire un zoom en PACA. Parce que c'est vrai que c'est une thématique, la construction bois, on voit des spécialistes et pas mal de constructions sortir de terre dans d'autres régions où ça a l'air facile. Et c'est vrai que c'est bien de s'approprier les données locales, parce que je pense qu'on est beaucoup à vouloir voilà, construire de façon vertueuse. Et donc, le bois est souvent une envie et on a l'impression que voilà, les obstacles sont multiples pour construire en PACA. Donc, voilà, ça sera très intéressant d'avoir voilà, toutes les données de la part de Fibois. Et enfin, le thème de ce soir, c'est préparer sereinement la RE 2020 focus sur la filière bois. Donc ça, c'est vraiment un thème d'actualité là, RE 2020 qui est applicable depuis le 1er janvier pour les logements. Donc c'est effectivement ces deux sujets en parallèle, la construction bois et la RE 2020 qui, sur le papier, vont très bien ensemble. Et donc nous allons détailler ces sujets passionnants, c'est pas deux sujets passionnants en correspondance ce soir. Voilà, je laisse la parole du coup à Pal. Très bien. Voilà, je coupe mon micro, c'est à vous. Très bien. Bonsoir à tous. Alors, je me présente, Monsieur Mouherman Guillaume, je suis commercial chez PAL et je vais vous présenter l'entreprise. Donc, PAL est une entreprise depuis 1958. Nous avons préparé un petit PowerPoint pour vous montrer un peu ce qu'on fait. Donc, PAL, profilé acier, alliage léger. Nous sommes gamistes de conception, tout ce qui est fermeture de maisons, fenêtres, volets, glissants, brise-vue, brise-soleil, enfin tout ce qui est fermeture de maison. Voilà, je vais chercher le PowerPoint. Attendez, je suis pas très... Voilà. Voilà. Donc là, vous avez... Tout le monde voit? Ça fonctionne.
Ça fonctionne? Bon, très bien, merci. Donc là, voilà dans l'ensemble notre gamme de menuiserie aluminium. En tête, Elina 70, qui fait partie pour les maisons neuves, qui a le CSSTB et tous les conformités. On a tout ce qui est volet coulissant, brise-soleil motorisé ou manuel. Enfin, on a toute une gamme de garde-corps aussi, Total Glass. On fait aussi un partenariat avec des vérandas. Pardon, attendez, je reviens. Voilà, nous sommes aussi distributeurs de gamme acier de tubes de volets roulants. Donc, nous avons deux casquettes quelque part. Nous vendons aussi tout ce qui est coulisses, arbres de volets roulants et lame finale. Voilà. Alors, attendez. J'ai commencé sur la dernière. Donc voilà, PAL depuis 1958. Concepteur gamiste, distributeur de systèmes profilés pour la fabrication de menuiserie aluminium. Bon, on est situé, pour ceux qui ne nous connaissent pas, au nord de Nice, à Contes. Voilà, donc nous sommes régionales. Et voilà, nous adhérons depuis l'année dernière, mais vu la pandémie, on n'a pas pu se rencontrer. Donc c'est la première fois qu'on rentre à la SACA, d'où la réunion ce soir pour se présenter. Voilà, si vous avez des questions, si vous voulez me rencontrer, ben, n'hésitez pas. Les coordonnées sont à la SACA, il n'y a pas de souci. Voilà pour la présentation. Oui, excusez-moi, nous avons aussi un showroom où on accompagne des architectes qui viennent faire leur réunion. Voilà le showroom. Phase de présentation avec le Wi-Fi, le téléphone. Vous pouvez amener vos clients. Il n'y a pas de souci. Il y a même la machine à café. Ah voilà, il faut du café pour que les... Donc voilà, nous sommes ouverts à tout et n'hésitez pas à me contacter. Voilà, bien, je pense qu'on se verra prochainement. Voilà pour Merci la beaucoup. société PAL qui a fait ses 60 ans il y a maintenant 2 ans. Bravo. Voilà. Merci beaucoup pour Je vous cette dis à belle tous, et... une bonne soirée et ben, écoutez, j'espère vous voir bientôt. Oui, avec plaisir. Voilà, merci à vous. Merci pour cette belle et brève présentation. Donc, on va pouvoir écouter Claire Armand. Oui, alors bonjour à tout le monde. Donc moi je suis Claire Armand de Fibois Sud. Je vous ai aussi préparé une petite présentation que je vais passer sur cet écran-là. Ce sera plus simple. Tout d'abord, merci au SACA de nous accueillir aujourd'hui, enfin de m'accueillir moi et Frédéric Rossi, même si on travaille souvent, avec Frédéric, on a l'occasion de se rencontrer souvent, mais on ne travaille pas du tout dans la même structure, il vous l'expliquera tout à l'heure. Pour moi, c'est la première collaboration avec le SACA et je suis très contente que ça commence comme ça, même si j'aurais aimé vous rencontrer en vrai, mais ça sera pour une prochaine fois. Donc, comme je vous disais, moi je travaille pour Fibois Sud, c'est l'interprofession régionale de la filière forêt-bois en région PACA. En fait, c'est une association qui regroupe tous les acteurs représentatifs de la filière forêt-bois en région, c'est-à-dire à la fois des personnes qui représentent les détenteurs de la ressource forestière, donc la forêt publique, la forêt privée, également c'est les gestionnaires de cette ressource. Ensuite, nos autres adhérents, enfin le deuxième collège, c'est tout ce qui est récolte et première transformation des bois. Donc là, c'est clairement les exploitants forestiers, les scieries, ce type d'entreprise. Et enfin, notre troisième collège, celui qui vous intéresse plus et dans lequel vous êtes représenté via l'ordre des architectes, c'est tout ce qui est utilisation et prescription du bois, ainsi que la seconde transformation. Donc, vous voyez ici, en fait, on est une structure avec assez peu d'adhérents, puisque c'est des adhésions de structure. Donc, ça a été c'est décidé depuis un petit moment, mais sachez que comme on n'a pas d'adhésion directe, comme c'est le cas dans d'autres associations, il y a la possibilité d'intervenir et de participer individuellement chez Fibois Sud via ce qu'on appelle les clubs Fibois Pro. C'est-à-dire que par bidépartement, donc pour vous c'est 06 83, il y a régulièrement des réunions d'information
pour que les différentes personnes qui sont en lien avec la filière forêt-bois, alors ça peut être des architectes qui construisent en bois, ça peut être des scieurs, des gens de l'ONF, ces gens-là puissent se rencontrer et mieux se connaître pour pouvoir travailler ensemble. Donc là, je vous ai cité un peu des extrêmes, mais en tout cas, ça fonctionne plutôt bien. Voilà, une interprofession, il y en a dans toutes les régions de France. Nous, on est une petite dernière à s'être créée. Donc, je vous ai mis que Fibois Sud était membre du réseau Fibois France. Et, donc, c'est un réseau des interprofessions de France, comme je vous l'ai dit, il y en a dans chaque région. Nos objectifs en PACA, c'est mobiliser le bois de la forêt régionale, évidemment, pour assurer l'approvisionnement des utilisateurs régionaux. Tout ça dans le respect de la multifonctionnalité et de la gestion durable des forêts. Développer les utilisations du bois, donc sous toutes ses formes, et créer les conditions permettant d'augmenter la valeur ajoutée en favorisant la transformation des bois en région, par exemple. Donc, nos missions, c'est de représenter les acteurs de la filière à tous les niveaux, régional, national, auprès de différentes institutions, des partenaires, renforcer le dialogue entre les acteurs. On est clairement une association qui crée du lien entre les différents professionnels et les différents organismes. Et on pilote également une politique de filière avec des documents stratégiques. Voilà. C'est une association qui est financée. Vous voyez nos financeurs à gauche. Et c'est une association qui s'est dotée depuis ses débuts de bonnes ressources. Donc, voici mes collègues. Excuse-moi, Par Claire. contre, le PowerPoint, il ne défile pas. Ah mince, tu fais bien de me le dire. Alors, le partage est en pause. Alors, je recommence. Alors, attendez, je recommence. Normalement, ça devrait le faire. Voilà. Ah, voilà. Là, essayez juste peut-être de changer de page pour voir si ça marche. Oui, en fait, comme je l'avais sur un autre écran, tout en début de présentation, je l'ai passé sur l'autre écran et ça n'a pas dû trop plaire à Zoom. Mais c'est pas grave. Mais là, c'est bon. Merci. Donc là, vous voyez mes collègues. Sachez qu'on est sur 3 pôles. J'ai des collègues qui sont à Nice, justement. Guillaume de Brabander qui accompagne les entreprises qui souhaitent se développer, ainsi qu'Ayat Sidoum qui, elle, est plus axée sur l'amont forestier. Voilà. Moi, je m'occupe donc du bois construction, ainsi que ma collègue Léane Kernek, mais elle est plus branchée filière locale, donc construction, mais pas que. Voilà, moi je suis basée à Sisteron, mais vous avez mes collègues sur Nice. C'est eux qui organisent les clubs Fibois Pro. Voilà, une belle équipe et une très bonne dynamique. Comme je vous le disais, dans mon essai d'instruction bois. Et donc, j'ai le titre un petit peu pompeux de prescriptrice bois. C'est un titre qui a été donné au niveau national à toutes ces personnes qui font mon métier dans les interpros. L'idée, c'est vraiment de répondre aux questions, notamment des architectes, sur tout ce qui est solutions techniques, produits bois et ressources forestières régionales. Vous présentez aussi des retours d'expérience de réalisation bois quand vous avez un projet. Voilà, vous montrer des retours d'expérience qui peuvent être source d'inspiration et surtout vous mettre en relation avec les acteurs professionnels de la filière régionale. La prescription bois, donc là vous l'avez vu, il peut y avoir un accompagnement individuel par projet, mais on a aussi pas mal d'actions collectives. Là, je vous en ai mis quelques-unes. On fait des journées techniques, des visites de chantier, des conférences, voilà, tout ce qui peut être intéressant pour les pros. Prochainement, on a une visite de chantier qui est prévue sur Gap. Alors pour vous, ça fait un peu loin, mais c'est un bâtiment qui est intéressant. En fait, il y a 3 bâtiments en R+2 et R+3 et tout en ossature bois. Et c'est du logement, ce qui est assez rare, en tout cas par chez nous. Donc voilà. On organise également des formations. Les prochaines sessions, elles vont s'intéresser à l'utilisation des pins régionaux dans la construction. Donc voilà, c'est pour vous donner quelques infos, mais après n'hésitez pas à aller visiter notre site internet. On va aussi organiser au mois d'avril
une formation très technique et très pratique sur tout ce qui est bardage en bois brûlé selon la méthode ancestrale japonaise. Donc, voilà. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous rapprocher de Fibois. Et d'ailleurs, je vais finir avec ça parce que j'aimerais laisser plus de temps à Frédéric. Et de toute façon, je suis vraiment à votre disposition si vous voulez qu'on discute d'un projet, si vous voulez mieux connaître la filière locale, ce que Fibois peut vous apporter. Mais en tout cas, la grosse actualité du moment, c'est le prix régional de la construction bois. Tous les ans, nous organisons un grand concours d'architecture pour promouvoir les réalisations exemplaires avec une part importante de bois. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que ce prix régional est couplé au prix national. Donc, vous faites une inscription en ligne et vous participez aux 2 concours. Voilà. N'hésitez pas à aller sur ce site prixnational-boisconstruction.org pour voir un petit peu comment ça fonctionne. C'est inscription en ligne et vous avez jusqu'au 11 mars pour le faire. Je vous conseille de vous pencher sur le formulaire un peu avant parce qu'il est quand même assez lourd. Enfin, il y a pas mal de choses qui sont demandées. Donc, ne vous y prenez pas peut-être trop au dernier moment. En tout cas, je suis votre contact si vous avez des questions là-dessus. Et pour information, cette année, pour la première fois, on a fait un avec ProBTP qui offre des week-ends en club vacances pour les lauréats. Donc, c'est toujours bien de pouvoir gagner quelque chose en plus d'un petit peu de notoriété. Voilà. Sachez qu'on publie aussi pas mal de ressources. Là, vous avez des catalogues. Les 3 premiers en haut, c'est les essences locales et leurs utilisations dans la construction. Un annuaire des scieries, c'est-à-dire où trouver des essences qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser parce que régionalement, voilà, on n'a pas des barres de 13 mètres à goûter comme on voudrait, etc. Mais on a des essences intéressantes. On a du milèze, on a du cèdre, on a des pins, on a voilà, des essences très intéressantes qu'il ne faut pas hésiter à utiliser. Donc, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez télécharger ces publications sur notre site internet que je vous donnerai tout à l'heure. Et on a aussi la même chose pour tout ce qui est pain. Nos petits livrets que nous éditons chaque année sur les candidats au prix régional de la construction bois et d'autres documents, notamment sur les chiffres clés de la filière. Voilà, je vous ai mis ça aussi, je vous laisserai le PowerPoint comme ça, si ça vous intéresse, vous pourrez aller jeter un œil. Il y a pas mal de ressources au niveau national quand on commence à s'intéresser à la construction bois, notamment un site qui s'appelle panoramabois.fr où vous pouvez voir des centaines de réalisations bois dans le détail, avec des photos, avec des plans, des descriptifs techniques, c'est vraiment intéressant. Pour tout ce qui est exemple de parois, performance des parois, exemple de CCTP, un autre site qui est vraiment très très bien fait, c'est catalogue-construction-bois.fr. Vous en avez un autre pour la réhabilitation. Et on a aussi une sorte de médiathèque qui récupère tout ce qui est document de la filière bois qui s'appelle, j'arrive pas à lire parce que j'ai un truc devant, mais ça doit être médiathèquebois.com ou quelque chose comme ça, kipic.com, voilà. J'espère que je n'ai pas été trop longue. En tout cas, je vous remercie. Et vous avez mes coordonnées au début ou quelque part sur cette présentation. N'hésitez pas à appeler si besoin. Voilà. Hop, j'arrête le partage. Merci beaucoup. Pardon. Oui, vas-y. Votre petite présentation, comme ça, moi, je la transférerai avec vos coordonnées à tous les inscrits de ce soir. Et puis voilà. Eh bien, très bien, sans problème. Merci. Non, Tammy, parfait. Merci beaucoup pour cette présentation. Alors, on va écouter Frédéric Rossi, que je cherche sur ma tablette. Si, ça y est. Et voilà, c'est le bureau d'études Estéana, voilà, qui va vous parler du coup du sujet, du cœur du sujet de ce jeudi. Est-ce que je peux partager mon écran? Tout à fait. Normalement, oui. Alors, je le tente. Attention, suspense. Vous allez me dire si c'est bon. C'est bon. Est-ce que j'arrive à le mettre en plein écran? Là, vous voyez toujours? Oui. Super. Eh bien, écoutez, merci de votre accueil. Effectivement,
on va parler de cette réglementation environnementale RE 2020 en 3 parties. La première, c'est sur vraiment les informations concrètes sur l'application. On va faire ensuite un zoom sur les aspects carbone, donc qui est, on va dire, un des 2 volets principaux de la RE 2020, l'aspect carbone, et du coup les solutions bois vis-à-vis de cet aspect. Et puis ensuite, vous présenter un petit peu ce que met à votre disposition la filière bois pour vous aider à répondre à cette réglementation. Notre entreprise, notre cœur de métier, c'est justement l'analyse de cycle de vie, donc les études d'impact environnemental sur l'ensemble du cycle de vie des produits de construction et des bâtiments. Donc, on réalise des études, du conseil, de la formation, des travaux de recherche, des logiciels aussi. Donc, c'est vraiment notre cœur de métier, tout ce qui est vraiment analyse de cycle de vie de produits de construction et de bâtiments. Donc, cette première partie, à la fin de chaque partie, j'ai prévu des temps d'échange. Donc, je vais essayer de m'afficher, si j'y arrive, en même temps. Alors, la discussion, oui, c'est possible. Donc, ce que vous pouvez faire, vous pouvez me poser les questions dans le fil de discussion. Comme ça, vous les notez quand elles vous viennent. Et on essaye de faire donc un petit point vraiment discussion, question-réponse à la fin de chaque petite partie. Donc, cette réglementation, elle est exprimée sous forme d'objectifs sur le site internet du ministère de la Transition écologique et qui ensuite, du coup, se décline, on le verra à la diapo suivante, en exigences. Donc, les objectifs, c'est d'avoir des bâtiments qui consomment moins et qui utilisent des énergies décarbonées. Donc, on va avoir toute une déclinaison d'exigences sur ces aspects-là. En termes de, on va dire, performance bioclimatique, on vise 30% de réduction des besoins par rapport à une maison RT 2012. Donc, on a déjà un gain juste sur on va dire, l'enveloppe et l'aspect bioclimatique du bâti. On a une sortie des énergies fossiles et une systématisation du recours à une chaleur renouvelable. On a un deuxième objectif général qui est la transition progressive vers des constructions bas carbone avec une diversité des modes constructifs et une mixité des matériaux. C'est là où on va effectivement voir ressortir les atouts des matériaux bois et matériaux biosourcés notamment, le sujet de la mixité et avec une démarche progressive. On a des exigences qui vont, notamment sur les aspects carbone, évoluer au fur et à mesure des années. La réglementation le prévoit dès maintenant. Donc, notamment une baisse de l'empreinte carbone progressive du bâtiment. Il y a un volet sur le confort d'été, donc des bâtiments plus agréables en cas de forte chaleur avec des seuils de degrés-heure à ne pas dépasser. Favoriser les solutions de climatisation passive et tout le travail sur la conception, donc qui est vraiment le cœur de votre métier, j'imagine, dans cette région. Et un aspect intéressant dans cette réglementation, c'est l'aspect progressive et innovation, où en fait vous avez une évolution de certains seuils avec le temps, on a vu tout à l'heure sur le carbone, et également des possibilités d'exception dans les cas particuliers et justifiant une phase transitoire. Donc là, bon, c'est un petit peu des finesses, mais vous avez des cas où vous pouvez sortir éventuellement des clous sous certaines conditions. En termes d'exigence, comment on décline ça? Les besoins bioclimatiques sont mesurés avec le B-bio, qui doit être inférieur à un certain B-bio max. Et ce B-bio max, il est déterminé sur un B-bio max moyen, qui dépend de l'usage du bâtiment, et qui est modulé en fonction de différents critères, notamment la zone géographique, l'altitude
et puis quelques caractéristiques du bâtiment. En termes de, donc là, c'est un système à points. En termes de consommation d'énergie primaire, là, de nouveau, on ne doit pas dépasser certains maximums, avec ces maximums qui sont de nouveau déterminés par des valeurs moyennes dépendant de l'usage du bâtiment et qui sont modulés aussi par les mêmes éléments quasiment. L'inconfort d'été, lui, il est limité avec un maximum de degrés-heure qui dépend uniquement de la catégorie de contrainte et il n'y a pas de modulation possible. Et l'empreinte carbone, elle est limitée pareil par une empreinte carbone maximum et qui est basée sur une moyenne et avec des modulations également. Les 3 premières exigences sont vérifiées lors de l'étude thermique. L'exigence carbone nécessite une étude d'analyse de cycle de vie, c'est ce qui est un peu la nouveauté de cette réglementation. J'essaye d'afficher un petit peu voilà, le fil de discussion, je regarde en même temps, super. En termes d'exigence, sur les empreintes carbone, par exemple, on voit donc ici en ligne les différentes typologies de bâtiments. On voit que en fait, l'empreinte carbone est découpée en 2 parties. La partie construction, donc qui est liée en fait, qui s'appelle ici construction, mais qui est liée à tous les matériaux qui rentrent dans la construction du bâtiment, donc du début de leur cycle de vie, donc extraction des matières premières, fabrication des produits, chantier, fin de vie, etc. Donc c'est tout le cycle de vie des matériaux et produits qui sont dans le bâtiment. Et puis un impact carbone qui est sur la phase d'usage, on va dire, du bâtiment. Vous avez ces 2 exigences et donc on regarde aussi la somme. En termes d'ordre de grandeur, on voit que selon la typologie de bâtiment, ça change, mais on est autour d'à peu près 1 tonne, 1000 kg équivalent de CO2 par mètre carré de surface construite, avec des seuils qui baissent au fur et à mesure des années. On n'a pas encore les seuils pour les bureaux et les bâtiments d'enseignement, ou alors ils sont sortis entre le moment où j'ai fait le PowerPoint et aujourd'hui. En termes d'application, le 1er janvier 2002, donc c'est maison individuelle, logement collectif. 1er juillet, là on est bureau, enseignement primaire ou secondaire. Et 1er janvier 2023, les extensions et les constructions provisoires. C'est la date de permis qui fait référence. Est-ce que vous avez quelques questions sur cette partie vraiment concrète de l'application ? Vous pouvez ouvrir le micro ou écrire. Ouais. Il me vient une question très bête. Dans le cadre d'un projet de changement de destination, c'est la destination qui compte en programme pour l'application de la RE 2020 ? Alors, changement de destination, est-ce qu'on n'est pas sur les... Peut-être comme sur les extensions, j'imagine, non ? Hop. Il me semble que ça ne concerne que le 9. Pour, à mon avis, extension et rénovation, ça sera 2023. Je dirais pas pour tout de suite, hein. D'accord. Oui, effectivement. Pour moi, ça rejoint les extensions. Ouais. Okay. Et la rénovation, oui, la rénovation, parce qu'extension, c'est une partie de neuf à côté d'un bâtiment existant, mais la rénovation en tant que telle, je ne suis même pas sûr que c'est du 1er janvier 2023. Claire, toi, tu as eu des informations là-dessus ou pas ? Non, pas du tout. Mais il me semble en fait qu'on m'a déjà posé la question, ça m'y fait penser, mais je n'ai pas du tout la réponse. Ouais. D'accord. C'est qu'on doit avoir encore un peu le temps alors. Oui, sinon on le saurait. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions ?
Alors, sur ces points vraiment d'application concrète, je pense que les gens qui seront les plus équipés à court terme, ça va être les bureaux d'études qui font thermique et du coup qui vont progressivement en faire ou qui faisaient déjà des analyses de cycle de vie, puisqu'effectivement, on voit dans l'émission, il y a toute l'étude thermique qui existait déjà, qui était déjà dans dans la RT 2012, et on a cette partie analyse de cycle de vie. On imagine mal que ça puisse être des intervenants différents qui fassent l'ensemble. Donc, vous allez probablement trouver les réponses chez les bureaux, avec les bureaux d'études thermiques avec qui vous travaillez déjà et qui vont se former s'ils n'étaient pas déjà sur la partie analyse de cycle de vie. OK. Et, écoutez, on peut basculer sur la deuxième partie qui est vraiment un zoom sur l'aspect carbone de cette réglementation, donc il y a un peu plus ma compétence, et du coup le lien entre ce thème carbone et les systèmes et les produits de construction bois. Une première introduction, un terme que vous allez probablement entendre dans les années qui viennent autour de cette réglementation environnementale, c'est le terme FDES, c'est-à-dire fiche de déclaration environnementale et sanitaire. C'est un des piliers en fait du calcul carbone du bâtiment. L'analyse de cycle de vie, c'est une méthode, donc c'est notre cœur de métier chez STANA. C'est en fait la méthode qui permet de prendre en compte de l'ensemble des impacts environnementaux sur le cycle de vie d'un produit, et là dans notre cas d'un produit de construction ou d'un bâtiment, avec donc l'extraction des matières premières, la production des produits, la construction produits et matériaux, on va dire, construction du bâtiment, son utilisation avec éventuellement des rénovations partielles de certains matériaux, des remplacements de composants, la fin de vie du bâtiment avec tout le démantèlement, éventuel recyclage, etc. Et puis éventuellement, au-delà de la fin de vie, que deviennent les matériaux récupérés avec potentiellement une nouvelle vie après celle-ci. Cette méthode, elle nous sert, nous par exemple, STANA, à réaliser l'empreinte carbone d'un carrelage, d'une peinture, d'une poutre en bois. Et donc, cette méthode, elle est normée, elle est réglementée même en France pour les produits de construction. Et à l'aide de cette méthode, on produit un livrable qui s'appelle donc l'AFDES. C'est un document qui présente les résultats de calcul de l'empreinte carbone et qui est en général associé à un rapport qui lui présente les hypothèses de calcul. Donc, toutes les informations qui ont été collectées pour faire ce calcul, elles sont dans le rapport, qui en général est confidentiel. Par contre, l'AFDES, c'est un document qui est public, qui est publié. Donc, vous pouvez, vous, en tant qu'architecte, accéder à des FDES. Elles sont en ligne sur une base, donc la base INIES, INIES.fr. Je pense que j'ai mis le lien un peu plus loin dans la présentation. Et donc, vous retrouvez pour vraiment, je crois qu'il y a peut-être 2000 ou 2500 FDES aujourd'hui. Donc, pour un ensemble de matériaux et de produits de construction, vous retrouvez ces résultats de calcul d'empreinte carbone. Ces FDES, elles sont utilisées par les fabricants et les fournisseurs de ces produits et matériaux pour éco-concevoir leurs produits, c'est-à-dire comprendre d'où viennent les impacts environnementaux, essayer de les réduire, quels sont les leviers que j'ai pour améliorer et baisser l'empreinte carbone de mon produit. Il y a de la communication qui est faite, et ces FDES sont, ce que je disais, la base du calcul de l'empreinte carbone du bâtiment, puisque pour calculer l'empreinte carbone du bâtiment, vous ajoutez l'empreinte carbone de tous ses composants. Donc on voit ici un petit peu cet effet d'échelle. La FDES, donc, qui concerne un produit, on va dire, ou un composant du bâtiment, une fenêtre, un escalier, un parquet, un bardage. Pour réaliser l'analyse de cycle de vie du bâtiment, il nous faut donc l'analyse de cycle de vie de ces composants. Et pour réaliser l'analyse de cycle de vie de ces composants, évidemment, il faut travailler sur les matériaux qui composent eux-mêmes. Donc, par exemple, pour une fenêtre en bois, on a besoin de travailler sur l'analyse de cycle de vie des sciages,
des vitrages, des quincailleries, etc. Alors, on va répondre effectivement à la question sur le carbone absorbé par le bois lors de sa photosynthèse dans les diapos qui viennent. Comment on fait ces FDES? En fait, ces fiches de déclaration environnementale et sanitaire sont réalisées par les fabricants eux-mêmes ou en les déléguant à des cabinets comme nous. Et ces fiches sont objets d'une vérification réglementaire obligatoire, c'est-à-dire qu'il y a un tiers indépendant qui n'a pas participé à la réalisation de cette étude, qui vient juger si le document a été correctement fait, si c'est bien conforme aux normes et à la réglementation. Donc, quand on établit une FDES, on transmet cette fiche et son rapport à un vérificateur qui est habilité, qui lui fait son retour, éventuellement demande des corrections, jusqu'à ce que les documents soient jugés comme conformes aux normes et à la réglementation. Et là, on publie la fiche qui est valable 5 ans. Donc voilà, à peu près 2000 FDES à date. Alors là, c'était au 31 mai. C'était le dernier comptage officiel. Et cette base INIES, elle est intéressante parce qu'on peut consulter les FDES qui sont des documents PDF manuellement, mais évidemment, elle est connectée au logiciel des bureaux d'études pour qu'eux puissent facilement calculer l'empreinte carbone du bâtiment. Donc, ils vont aller sélectionner dans des menus déroulants les produits qu'il y a dans le bâtiment, les matériaux, les composants, et ça va récupérer directement dans la base INIES les données embarquées, on va dire. Données carbone, notamment. Là, je vous ai donné quelques précisions. Je vous laisserai les diapos. Voilà, c'est une démarche qui est européenne. Hein, les déclarations environnementales comme ça de produits de construction, on les appelle FDES en France, mais c'est une démarche qui est européenne. Je vais vous passer ces diapos-là, pareil, parce que c'est du détail et vous les aurez ensuite. C'est que chaque FDES est faite suivant la même structure. Le contenu est toujours le même, avec une certaine structure, voilà, avec un titre, avec un déclarant, vous voyez qui est le fabricant, des photos des produits, les dates de validité, la description précise du produit qui est concerné et sur lequel on a fait le calcul, le tampon pour être sûr qu'elle a bien été vérifiée, et le cœur un petit peu, donc la description un petit peu de toutes les étapes qui ont été prises en compte, et le cœur du document, c'est ce tableau où on a les impacts environnementaux en ligne et les étapes du cycle de vie en colonne. Donc là, par exemple, on peut lire sur la ligne du réchauffement climatique, donc qui est l'empreinte carbone, pour chaque étape du cycle de vie, quelle est l'empreinte carbone qui correspond. Ça, c'est quand on le lit à la main, évidemment, dans les logiciels, tout ça, c'est embarqué dans des bases de données. Maintenant qu'on a compris ce concept de FDES, on va regarder spécifiquement l'aspect dont on parlait, quelqu'un m'a posé la question dans le fil de discussion, c'est le carbone biogénique, c'est-à-dire le carbone qui est absorbé par les plantes en début de cycle de vie, c'est-à-dire pour la croissance des arbres, par exemple. On a par photosynthèse une captation de dioxyde de carbone qui dépend de la masse de carbone, tout simplement, dans la masse sèche. Donc ça dépend du type de végétal. Pour du bois, c'est environ 50% de la masse sèche qui est constituée d'atomes de carbone. Et donc, on est capable, en connaissant la masse volumique d'un bois, de savoir combien il a capté de dioxyde de carbone pour sa croissance. Donc, l'exemple là de calcul qui est donné pour un sapin épicéa, 1 mètre cube de sapin épicéa, c'est environ 737 kg équivalent de 737 kg de CO2 qui ont été captés pour permettre sa croissance à ce mètre cube de bois. On a aussi, quand on étudie le cycle de vie des végétaux comme ça, des arbres notamment, on peut prendre en compte de la captation ou du stockage de carbone dans le sol de la forêt.
Pour l'instant, comme hypothèse simplificatrice, on suppose que si la forêt est gérée durablement, le stock de carbone dans les sols est constant. Donc, on va dire c'est neutre, il n'y a pas d'influence. Donc là, on a regardé ce qui se passait en début de cycle de vie, c'est-à-dire la captation de dioxyde de carbone par le bois. Qu'est-ce qui se passe-t-il en fin de cycle de vie? Par exemple, on démonte un bâtiment, on récupère les bois de la charpente. Que se passe-t-il? Si on incinère ce bois, s'il est utilisé pour, par exemple, produire de la chaleur dans un réseau de chaleur, le dioxyde de carbone qui a été capté est réémis dans l'atmosphère. Si il est réémis totalement, si on l'enfouit dans une décharge, par exemple, parce qu'on n'a pas réussi à le valoriser, là, il va y avoir, avec le temps, progressivement une décomposition du bois qui va être émise sous forme de dioxyde de carbone et aussi un peu de méthane. Donc, on a une réémission. Tout le bois n'est pas décomposé. Il y a une sorte de stockage, entre guillemets, du carbone dans le sol. Et par contre, quand on le recycle, c'est-à-dire qu'on réutilise ce bois pour, par exemple, fabriquer un panneau, on va le broyer et l'utiliser pour faire des panneaux. Cette fois-ci, on n'a pas de réémission du dioxyde de carbone, il reste bien piégé dans le nouveau panneau. Simplement par convention là, normative, nous on suppose une émission fictive. Ce qui fait qu'en fait, si on simplifie, dans tous les cas, comme le bois capte le dioxyde de carbone pendant sa croissance et le relargue en fin de vie, on peut dire que le bois globalement est neutre en termes de carbone biogénique en tout cas. Évidemment, pour produire les sciages, pour les transporter, on a aussi une émission de dioxyde de carbone fossile, puisqu'on brûle des carburants, on consomme de l'électricité, etc. Mais en tout cas, en termes de carbone végétal, on a une certaine neutralité. Ce qui est intéressant, c'est une neutralité sur, on va dire, mettons 100 ans, le cycle de vie du bâtiment, et ce qui veut dire aussi que maintenant, on capte le CO2 quand la forêt grandit, on le met dans un bâtiment, le produit bois, le carbone reste stocké le temps de la vie du bâtiment, et en fin de vie du bâtiment, dans le pire des cas, ce CO2 est relargué, du coup on a une certaine neutralité, et dans le meilleur des cas, on arrive à recycler, et du coup il reste stocké encore et repart peut-être dans un autre bâtiment pour 100 ans. Comment ça se traduit dans les FDES? Ça se traduit qu'en fait, quand on regarde la ligne réchauffement global, c'est-à-dire réchauffement climatique, hein, donc c'est l'empreinte carbone, c'est un autre nom de l'empreinte carbone, c'est le potentiel de réchauffement global. On voit en début de cycle de vie, pour la production, là on est sur une charpente, moins 579. Donc on disait tout à l'heure moins 700 et quelques pour du sapin épicéa. Et par contre, en fin de vie, on voit une réémission de ce dioxyde de carbone, avec normalement à peu près un équilibre. On le voit aussi ici sur un isolant qui est biosourcé. Pareil, avec en début de cycle de vie un impact carbone négatif, donc on lutte contre le réchauffement climatique, et en fin de vie, une réémission, donc avec une certaine neutralité si on fait la somme sur le total cycle de vie. Le calcul carbone de la RE 2020, comment il est fait? C'est ce que je vous disais tout à l'heure. L'empreinte carbone du bâtiment, c'est la somme de l'empreinte carbone de tous ses composants, plus évidemment ce qu'on disait aussi, la phase de vie du bâtiment où on va consommer des énergies. Donc l'empreinte carbone de ces énergies aussi. Et donc pour calculer la partie donc, bâtiment, on a dit c'est construction plus énergie. La partie construction, c'est la somme des composants. Donc on a une certaine quantité de composants. Par exemple, je sais que dans mon bâtiment, j'ai 230 mètres carrés d'un certain isolant. Je multiplie cette quantité par une donnée environnementale, donc qui peut être une FDES. Par exemple, là, la FDES, elle me dit que c'est 4,84 kg équivalent dioxyde de carbone par mètre carré d'isolant. Du coup, je sais que la
contribution de mon isolant à l'empreinte carbone de mon bâtiment, bah, c'est 230 mètres carrés d'isolant fois 4,84 kg de CO2. Donc, 1113 kg équivalent de CO2, mais là, c'est sur tout mon bâtiment. Si évidemment, je veux l'avoir par mètre carré, je divise par la surface construite. Et je fais ça pour tous les composants de mon bâtiment. Donc, fondation, gros œuvre, second œuvre, finition, etc. Le calcul de la RE 2020, le calcul carbone, est appelé calcul carbone dynamique. Ce qu'on avait vu tout à l'heure dans les objectifs de la réglementation, c'était de prendre en compte du stockage temporaire du carbone dans le bâtiment. Donc, il y a une méthode qui a été mise en place pour permettre la prise en compte de cet effet un peu de stockage de carbone. Je vous passe un petit peu les détails pour ne pas vous ennuyer trop. Et j'arrive voilà, ici à la deuxième phase, c'est-à-dire qu'en fait, pour vous faire simple, on va prendre en compte de façon plus importante une émission de dioxyde de carbone qui a lieu tout de suite, maintenant, là en 2020, quand on construit le bâtiment, enfin 2022 du coup. Et on va prendre en compte dans une moindre mesure la réémission potentielle dans 100 ou 200 ans, puisqu'elle est lointaine et plus incertaine. Ce qui fait que quand on va regarder l'empreinte carbone sur une FDES d'un produit biosourcé, donc par exemple un produit bois, on va avoir en début de cycle de vie une barre négative, c'est-à-dire une captation de dioxyde de carbone, en fin de cycle de vie une réémission à peu près équivalente, sauf que si on minore par un coefficient pondérateur cette réémission en fin de cycle de vie, au global, on a une baisse, entre guillemets, de l'émission. On n'est pas neutre, c'est-à-dire que capter du dioxyde de carbone en début de cycle de vie, ça devient intéressant pour la RE 2020. Tandis que pour un produit en béton, par exemple, ce calcul dynamique ne change rien, quasiment rien, ou il est un peu pénalisant. Ce qui veut dire en fait qu'avec cette RE 2020, on va avoir un certain avantage à utiliser des produits bois et biosourcés en termes de calcul de carbone, grâce à cet effet de stockage et de décalage de l'émission dans le temps. Donc, à l'échelle de la construction, c'est assez intéressant puisque ça peut représenter 5, 10, 15% de réduction de l'empreinte carbone du bâtiment, selon la quantité de bois, de biosourcés qu'on va intégrer dans le bâtiment. Ce qui peut être significatif, quand on voyait tout à l'heure, l'ordre de grandeur, c'est 1 tonne de CO2 par mètre carré de bâtiment construit, ou entre 1 tonne et 900 ou 800, c'est quand même significatif, surtout qu'on a vu que les seuils allaient descendre petit à petit avec les années. Donc en fait, ce qui est fait indirectement par la réglementation, c'est de dire on va progressivement augmenter la part de construction bois et biosourcés pour pouvoir tenir les seuils d'empreinte carbone. Alors du coup, comment se comportent les solutions bois face à cette réglementation? Et la réponse, c'est très, très bien. Effectivement, elles sont dans quasiment tous les ouvrages, on va dire, ou à système comparable, très performantes. Donc là, sur les murs, par exemple, vous voyez en bas tout ce qui est mur bois, on est avec des empreintes carbone négatives, justement, avec cet effet de stockage. Tandis que sur des murs en béton, en briques, en parpaing, on est sur des empreintes carbone beaucoup plus importantes. Idem pour les planchers, idem pour les menuiseries. Alors, je sais qu'il y a quelqu'un qui fait des menuiseries à lui tout à l'heure qu'on a vu, qui avait l'air super d'ailleurs, votre entreprise. Voilà, les menuiseries à lui. Alors après, hein, il y a de tout. Là, je donne que des ordres de grandeur. Évidemment, il y a des très bonnes menuiseries à lui et il y a des très mauvaises menuiseries bois. Mais voilà, globalement, on sent quand même que effectivement les solutions bois, elles fonctionnent bien aussi en menuiserie. C'est beaucoup moins franc que sur la comparaison, par exemple, avec les murs porteurs, puisqu'évidemment, dans les menuiseries, il y a des vitrages partout
il y a des quincailleries partout, quel que soit finalement le matériau du cadre. Donc, on a beaucoup moins d'écart. Sur les revêtements de façade, là, on a quand même pas mal d'écart, effectivement, avec des bardages qui sont en négatif. Les revêtements de sol, pareil, les parquets se comportent très bien par rapport aux autres revêtements. Les volets, donc tout ce qui est volet fermeture, pareil, c'est un peu meilleur, c'est significatif, mais c'est peut-être un peu moins franc que sur la structure ou les revêtements. Et sur les isolants, alors là, on n'est pas sur du bois, mais du biosourcé, pareil, on est nettement meilleur que les autres isolants. Donc là, on avait regardé, on va dire, produit par produit. Si on prend un peu de recul et qu'on regarde à l'échelle de certains lots, pour les lots de superstructure et de maçonnerie, ça peut représenter plus de la moitié de réduction selon le type de bâtiment. Sur le lot façade et menuiserie, ça peut être un tiers de réduction. Sur les revêtements de sol, c'est très variable. Et quand on regarde du coup à l'échelle du bâtiment complet, là, écoutez, avec la méthode dynamique, entre moins 15 et moins 30% de réduction pour un bâtiment, selon s'il y a un peu de bois ou beaucoup de bois. Et vous savez que voilà, chaque remplacement d'un composant non bois par un composant bois, c'est une réduction de 1 à quelques pourcents de l'empreinte carbone du bâtiment. Donc là, je vais donner quelques grandeurs. Donc voilà, par exemple, remplacer un plancher béton par un plancher bois, c'est autour de 5% d'empreinte carbone en moins pour le bâtiment complet. Donc là, on a parlé du carbone. Sur les autres exigences de la réglementation 2022, de la RE 2020, applicable en 2022, thermique d'hiver et confort d'été. Donc, on a aussi des enveloppes bois performantes qui permettent d'intégrer des belles épaisseurs d'isolant sans modifier le système constructif, qui réduisent les ponts thermiques grâce au matériau bois lui-même, la possibilité d'avoir une lame d'air qui permet de limiter aussi les surchauffes en été avec un bardage bois. La propriété aussi des bois et aussi des isolants biosourcés de gérer un petit peu l'humidité, les transferts d'humidité dans les parois et du coup d'avoir cet effet rafraîchissant l'été par le transfert de vapeur d'eau au travers de la paroi. Et puis, on a un certain gain de surface occupable par rapport à un système conventionnel par la compacité de la solution et le fait de pouvoir embarquer l'isolation dans l'épaisseur de la structure. Comment concevoir du coup des bâtiments performants vis-à-vis de cette réglementation et on va dire environnementalement avec le bois? Et comme tous les autres bâtiments, d'abord par une bonne conception générale du bâtiment. Donc, je ne vous apprends pas votre métier. La performance thermique globale de l'enveloppe, la gestion des apports solaires, du confort d'été, des équipements efficaces et vertueux et des vecteurs énergétiques vertueux. Et sur cette base d'un bâtiment bien conçu, oui, utiliser lorsqu'elles sont pertinentes les solutions bois, puisqu'elles ont des impacts environnementaux relativement faibles, faire appel à des entreprises et des fabricants qui connaissent la performance environnementale de leurs solutions et qui y travaillent, qui améliorent leurs produits, et favoriser l'utilisation des solutions bois les plus vertueuses, donc mettre la bonne quantité de bois, limiter les cols, les produits de traitement, les finitions des produits avec un fort impact carbone. Donc, quand vous prenez par exemple un lamellé-collé, la colle, c'est peut-être 2% de la masse du lamellé-collé, mais c'est 10-15% de son empreinte carbone. Donc, quand on peut, le massif est bien. Éviter les traitements, les finitions. Pareil, les finitions, ce n'est pas beaucoup dans la masse du produit, mais si vous devez entretenir une finition, par exemple, si c'est un revêtement extérieur et que vous devez reprendre la finition tous les 5-10 ans, ça va gréver finalement l'empreinte carbone de la solution. Limiter les transports dans la mesure du possible, donc les systèmes de circuits courts, si vous pouvez y avoir accès, c'est très bien. C'est significatif, ça peut être 10, 15, 20% de l'empreinte carbone
d'un bâtiment, le transport global, on va dire, hein, tous les transports ajoutés. Limiter tant que possible les composants associés au bois. Et donc les connecteurs acier, c'est comme l'école, hein, c'est faible masse mais fort impact. Favoriser tant que possible les bois tempérés et issus de forêts gérées durablement. Et utiliser des produits conçus intelligemment, notamment des conceptions de drains maintenantes pour limiter les traitements. Donc faire appel, ça veut aussi dire faire appel à des entreprises qui sont capables de proposer des solutions pertinentes. Est-ce que vous avez quelques questions sur ces aspects carbone de la RE 2020 et les solutions bois? Alors, je suis surprise de voir que les PVC ont des résultats assez performants. Finalement, pourtant, le PVC n'est pas vraiment vertueux en Une soi. question, s'il Oui. vous plaît. Je n'ai vu pour l'instant aucun paramètre qui prend en compte la forme des bâtiments. Alors, je pense que c'est dans les coefficients de modulation des exigences. C'est-à-dire que l'exigence ne va pas être la même en fonction de la forme des bâtiments. Et donc ça, c'est dans les exigences. Et après, évidemment, c'est dans le calcul thermique que toutes les notions de compacité, de déperdition thermique, de pont thermique, etc., va jouer. Donc là, la forme du bâtiment, elle va jouer aussi sur tout ce qui est apport solaire, etc. Donc c'est au sein de l'étude thermique que ça sera valorisé. Il n'y a pas de pondération en fonction de, je dirais, par exemple, l'empreinte carbone d'un béton, elle n'a pas de pondération si elle est courbe ou si elle est droite ou si elle est en forme de pyramide ou je ne sais pas. Alors, n'importe quoi. oui, je vois ce que vous voulez dire. En fait, dans la base de données INIES que j'ai présentée tout à l'heure, vous trouvez donc plus de 2000 fiches et vous trouvez en fait des variantes. Donc, par exemple, pour le béton, vous allez trouver mètre d'épais de 16 et parfois, il pourrait y avoir des formes. Alors là, pour le coup du béton, je pense qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas, mais si ça se trouve, ça va arriver, oui, puisque selon si ce n'est pas les mêmes types de banches, etc., que ça demande plus de ferraillage. Donc, il se peut qu'effectivement, il y ait de plus en plus des données précises. Plus le temps va passer, en fait, et plus les F2S vont être nombreuses, et plus on va pouvoir être précis dans ce que vous dites. Merci. Donc, sur les performances du PVC, ce qui est intéressant, alors c'est, j'imagine, sur les fenêtres PVC, ce qui est intéressant, c'est que pour le PVC, c'est la légèreté, on va dire, de la solution qui fait que l'impact n'est pas énorme. C'est-à-dire que par kilo de PVC, l'impact environnemental est important, mais on n'en met pas beaucoup en termes de masse dans une menuiserie. Et ce qui fait souvent l'impact environnemental d'une menuiserie PVC, ce sont les renforts acier. C'est-à-dire que si vous avez une menuiserie de grande taille ou une menuiserie foncée, du coup qui va avoir tendance à se déformer avec la chaleur, les fabricants sont obligés de mettre des renforts acier et du coup ça va être finalement l'acier qui va peser lourd et qui va faire l'empreinte carbone de la fenêtre. C'est pour ça que vous avez dans INIES 2 FDES de fenêtres en PVC. Vous avez une teinte claire et une teinte foncée. Et la teinte claire, elle a peut-être 20 kg de CO2 en moins par mètre carré que la foncée, à cause de ces renforts acier. Et dans les menuiseries PVC, comme les menuiseries aluminium, comme les menuiseries acier, il y a un paramètre qui va être important, c'est le taux de matière recyclée. C'est-à-dire que plus on va intégrer de l'aluminium, du PVC ou de l'acier recyclé dans les profilés, et plus l'empreinte carbone des menuiseries va descendre. Donc là, les fournisseurs, certains sont capables de connaître leur taux d'intégration de recyclé, d'autres non. Il y en a qui peuvent garantir des taux élevés, d'autres plutôt des taux moyens. Voilà, ça c'est à voir aussi en fonction des fournisseurs. Alors, pouvez-vous revenir sur l'établissement de la fiche FDES, méthode,
coût moyen d'établissement d'une fiche. Alors, comment ça se passe? Donc, soit c'est des grands fabricants, des grands groupes, Saint-Gobain par exemple, il fait sa fiche en interne. Il a un ingénieur qui a un logiciel d'analyse de cycle de vie, il est payé à temps plein et il sort des fiches toute l'année. Ça lui coûte le coût d'un salarié ingénieur avec un logiciel. Donc, on va dire 70 000 euros par an, par exemple. Mais il peut en sortir 30, 40, 50 dans l'année. Ça, c'est les grands groupes. Les entreprises plus petites font appel à des consultants comme nous. Et là, ça va nous prendre à nous, en général, pour réaliser une fiche FDES pour un produit. Donc, mettons, un fabricant de menuiserie aluminium vient nous voir. Et nous, on a 20-25 jours de travail. Donc, ça va coûter 10-15 000 euros à peu près. Ça prend 6 mois, 1 an, parce qu'il y a un grand nombre de données à collecter. Et évidemment, plus vous en faites et moins c'est cher. C'est-à-dire que ce qui est dur, c'est d'en faire une. Après, si vous avez différentes gammes de produits, des variantes d'épaisseur, etc., là, c'est juste une déclinaison du calcul. Mais le gros du travail, en fait, ce n'est pas forcément non plus le travail du consultant, ça va être le travail de collecte de données en interne. C'est qu'en fait, il faut aller chercher des données chez vos fournisseurs, leur demander d'où viennent les matières premières, comment elles sont transportées, comment elles sont emballées, que deviennent les emballages quand ils arrivent chez vous, combien d'énergie consomme votre site de fabrication de produits, combien de distance de transport il y a entre vous et vos sites de vos distributeurs et le chantier. Et quand on met en œuvre, est-ce qu'il y a des accessoires, est-ce qu'il y a de l'énergie nécessaire à la mise en œuvre? Donc, c'est cette collecte de données qui fait appel à de nombreux intervenants, qui prend du temps, qui prend souvent 3 à 6 mois et qui rend la démarche un petit peu longue et coûteuse, pas seulement en coût externe de consultant, mais en coût interne de temps passé. Bonjour, si je peux me permettre une Oui. petite question, Olivier Fabre, bureau d'études OTIS. En fait, j'ai une question et puis un commentaire. Donc, la question, c'est pour rebondir sur ce que vous venez de dire à l'instant, comment vous pouvez, dans une FDES, connaître déjà à l'avance le coût du transport entre l'usine de fabrication et le site du chantier? C'est ma question. Et après, j'avais une remarque à faire, un peu plus générale. Je ne suis pas un expert comme vous des calculs ACV, hein, mais de ce que j'ai retenu, un sujet quand même un petit peu important. Vous avez parlé beaucoup du calcul ACV à l'échelle du bâtiment, mais je pense que le calcul il se fait plutôt à l'échelle d'un projet et qu'il y a un lot très important, c'est le lot VRD, parce que comme le calcul de l'ACV est un objectif ramené au mètre carré de SDP, tout l'impact carbone des prestations de VRD sont quelque chose qui doit être amené aux surfaces de mètres carrés SDP de l'opération et ça peut être très impactant. Donc, c'est un lot sur lequel on peut intégrer des prestations en bois peut-être assez facilement et qui, dans nos régions, on a des fois des opérations avec des prestations de VRD assez importantes. Donc, c'est à ne pas, peut-être pour les archis qui font partie de cette conférence, c'est peut-être un sujet important à leur rappeler. Super, merci. Effectivement, pour répondre à votre question, différents types de FDES, on va le présenter un tout petit peu plus tard, mais quand on prend une FDES moyenne, par exemple, on va travailler pour un fabricant de menuiserie et qui nous demande de faire sa FDES d'une certaine gamme, on va lui demander ses statistiques de vente. Donc, on va voir si son rayon d'action habituel, c'est 50, 100, 150 km, 200, 300. Et du coup, ce qui est calculé dans la fiche, c'est sur la base de cette moyenne. Pour, on va dire, les 3/4 des produits de construction, le transport représente moins de 10-15% de l'impact carbone. Donc, on peut, entre guillemets, se satisfaire de cette incertitude en disant, bon, dans le calcul, ça a été pris une moyenne à 150 km. Moi, je suis à 100 ou je suis à 200 km. Bon, on va se dire, il y a peut-être une marge d'erreur de quelques pourcents sur l'empreinte carbone. Sur certains produits, ça peut être très important. Par exemple, on a réalisé les FDES de pierre du Midi, donc la pierre massive, les murs en pierre massive, c'est épais, c'est lourd. L'hypothèse là de transport est prépondérante.
C'est simple, je crois que la distance moyenne de livraison qu'on avait collectée entre une carrière et le chantier, c'est à peu près 110 km. C'est la moyenne. Si on amène ces pierres à 200 km, on a plus 40% d'empreinte carbone. Donc, c'est très, très sensible. Et donc, dans ce cas-là, effectivement, ce qu'on fait, c'est que dans la FDES, c'est écrit, elle n'est valide que sur cette plage-là de distance. Donc, c'est… Quand vous faites un calcul sur un logiciel qui intègre directement un lien avec une base de données, il est capable d'intégrer automatiquement la distance réelle? Non, c'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes obligé d'ouvrir le PDF pour avoir cette information. On n'est pas encore assez mature et assez habitué, et ces infos ne sont pas encore numérisées, les distances, pour qu'elles soient traitées automatiquement dans les logiciels. J'imagine que ça viendra. Et du coup, la deuxième variante, et c'est ce qu'on verra dans les diapos d'après, c'est qu'on a maintenant des applications web qui servent à affiner les FDES. C'est-à-dire, vous prenez la FDES et vous dites « Ah oui, mais moi, ma fenêtre, elle fait telle dimension et mon chantier, il est à telle distance. » Hop, et vous cliquez et ça vous ressort la fiche spécifique, le calcul spécifique à votre chantier. Ce qui peut être intéressant pour certains produits, pour certains projets un peu ambitieux où il y a un peu de temps d'étude, voilà, d'affiner les calculs environnementaux avec les distances, les bons modèles de produits, les bonnes épaisseurs, les bonnes essences de bois. Alors, concernant le béton prêt à l'emploi. Mais sur le VRD, par rapport à ce que j'ai évoqué. Ah oui, oui, j'ai oublié de vous dire sur ces sujets-là et de comment on fait aussi pour les chantiers qui ont un gros lot VRD, qui entre guillemets, peuvent rien y faire, comment pas défavoriser ces projets par rapport à d'autres. Et alors, je n'ai plus en tête l'arbitrage. Il y avait une proposition à un moment donné de le sortir. Après, il y a eu une proposition de modulation. Alors, je n'ai plus en tête exactement la solution qui a été retenue. Mais je me souviens de la discussion. À ma connaissance, c'est toujours intégré dans le calcul. C'est toujours dedans, d'accord. Et alors, je ne sais plus s'il y avait modulation ou pas. Je sais qu'il y a des modulations quand il y a des parkings souterrains, mais je n'ai pas d'autres en tête, d'autres détails. Quelqu'un me fait la remarque concernant le prêt à l'emploi, le logiciel professionnel Betty permet d'intégrer la distance de la centrale à béton jusqu'au chantier au kilomètre près. Donc, c'est ce que j'ai indiqué. Donc, ce type de logiciel, c'est ce qui permet d'affiner une FDES pile poil pour un chantier. Donc, ça existe pour le béton, ça existe pour le bois, l'acier. Moi, je vous montrerai celui du bois tout à l'heure. Qui fait cet affinage de fiches? Est-ce valable dans le calcul final? Alors, l'affinage, en général, s'il est fait, alors il ne va pas être fait tout le temps, ça c'est sûr. S'il est fait, c'est le bureau d'études. Mais pour faire cet affinage, il doit avoir l'information. Donc, si par exemple, il faut rentrer la distance au kilomètre près, évidemment, il va falloir qu'il la récupère. Donc, il faudra se poser la question de qui est missionné en fait pour… voilà, il va falloir effectivement dans les marchés savoir qui a la mission de collecter les informations qui sont nécessaires à faire le calcul. Et bien, écoutez, si c'est OK pour vous, on va passer à la suite. Donc, c'est les outils solutions de la filière. Oui. J'ai une question, Claude Garnier. Allez-y. Oui. Voilà. À quel moment, dans l'élaboration du projet, doit se faire cette analyse du cycle de vie dans la conception? Elle peut être faite en phase de conception. Elle peut être mise à jour au fur et à mesure du projet. Par contre, en termes de réglementation environnementale, c'est de mémoire, c'est au moment du dépôt de permis. Ça veut dire qu'il faut connaître tous les matériaux dans le détail. Alors, il y a eu des discussions, effectivement, sur cette préparation, c'est-à-dire qu'en fait, sur ce point-là, c'est qu'en fait, il y a des gens qui ont fait la remarque en disant « Oui, mais si, entre-temps, effectivement, il y a des changements, on ne connaît pas, on a mis une fiche, finalement, on en prend un autre,
Je crois qu'il y a eu des discussions et des arbitrages sur dire on archive entre guillemets les fiches et les calculs tels qu'ils ont été faits au moment donné. Et même si les fiches sont mises à jour ou si ce n'est pas le bon produit, je crois qu'il y avait quelque chose qui était prévu pour. Si je peux me permettre de rebondir sur cette question qui est très intéressante, hein, qui est notre lot quotidien en tant que concepteur. Hein. On a aujourd'hui des concours où on a des objectifs qui nous sont affichés en termes de performance thermique et de calcul ACV, et on est en phase concours. Très peu de choses sont encore définies et il faudrait qu'on puisse s'engager sur les concours en conception-réalisation en plus, où les entreprises, elles, s'engagent sur un prix, ce qui est un peu moins le cas en VAMOP, hein, mais en conception-réalisation, ça va devenir, je pense, très rapidement un problème parce que le calcul ACV, un calcul RT, par expérience, on savait dire à peu près si on passait ou pas. Un calcul ACV, pour le mener, il faut avoir beaucoup d'éléments définis et c'est un vrai sujet. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans les fiches FDES, je ne l'ai pas bien expliqué, mais il y a différents niveaux de fiches. Vous pouvez avoir des fiches qui sont des fiches un peu moyennes, collectives. Donc, c'est souvent les syndicats, les associations de fabricants. Donc, vous allez avoir, par exemple, une fiche moyenne fenêtre en PVC. Mais après, vous pouvez avoir des fabricants eux-mêmes qui ont leurs données individuelles. Donc, la paire, etc. Chacun va sortir sa donnée. Donc, avec du recul et avec le temps, évidemment, hein, qui va passer, je pense que progressivement, des ordres de grandeur, des plages un peu de fiabilité, on va dire, vont se créer. On va peut-être avoir des valeurs un peu, si on ne veut pas être trop ambitieux, on va peut-être se placer vers le haut de la plage. Du coup, l'empreinte, on va voir qu'il y a peut-être, c'est entre 80 et 100 selon les modèles de fenêtres. On va peut-être se dire, allez, on part sur 100 et si on a de la chance, on arrive en dessous. Ou au contraire, si vous êtes sur des projets ambitieux en termes d'empreinte carbone, ça veut peut-être dire que vous allez concevoir un système, un bâtiment, et vous allez peut-être ensuite, dans les appels d'offres, exiger des seuils pour chaque lot, en disant ben, moi, je veux un lot menuiserie extérieure qui a pas plus de temps de CO2 par mètre carré parce que j'ai basé mon calcul là-dessus pour arriver à tenir le seuil cible du bâtiment. Dans le même esprit, il y avait sur la RT 2000, sur la dernière RT, hein, la 2012, un calcul à faire en fin de chantier, attestant de la conformité à la RT 2012, parce qu'on sait très bien, on connaît toutes les évolutions qu'il peut y avoir en cours de chantier, les variantes des entreprises, tous ces sujets-là. Ça risque d'être encore plus important avec le calcul ACV, avec toutes les entreprises orientées, tous les matériaux prescrits. Est-ce qu'il y a aussi un calcul à réaliser en fin d'opération? C'est ça. De mémoire, c'est le même principe. Et ce qui, normalement, alors si on a de la chance, hein, mais c'est ce qui semble être l'évolution, c'est qu'il y a de plus en plus de fiches et de plus en plus précises. Et ce que demande je ne voulais pas préciser tout à l'heure, si je reviens peut-être sur la diapo, c'est qu'en fait, quand on choisit la donnée environnementale, on doit choisir par ordre de priorité la donnée la plus précise, et sinon on va sur des données un peu moins précises. Donc, si on a la donnée du fabricant, on la prend. Sinon, on prend la donnée collective, donc moyenne du syndicat. Sinon, il y a une donnée par défaut majorante. Donc, moi, ce que j'aurais tendance à dire, c'est que probablement, au début du projet, on va avoir tendance à se caler sur des données soit par défaut majorantes, soit collectives un peu moyennes, en espérant qu'avec la précision qui va arriver progressivement et qu'on va savoir les variantes et les entreprises retenues, qu'elles ne soient pas en dessous, qu'elles ne soient pas moins bonnes que ce qu'on avait pris comme hypothèse de départ. Et je pense que ça, après, c'est un calage avec le temps, c'est-à-dire que bah oui, les fourchettes, les ordres de grandeur, les cibles raisonnables, elles vont émerger petit à petit, en fait. Moi, j'ai une petite question encore. Est-ce que cette RE 2020 est très contraignante? Je veux dire, à partir du moment où on décide de mettre un petit peu de bois ou de construire un bâtiment en bois, est-ce que l'indicateur carbone, on l'a à tous les coups? Ou alors il y a un vrai travail à faire? Enfin,
où est-ce qu'on en est? Parce que tu nous as dit qu'il y avait des paliers. Est-ce que la première marche est très, très haute ou pas? Moi, personnellement, il me semble qu'elle est déjà assez haute, effectivement, et qu'il n'y a pas, c'est pas un petit ajustement mineur, hein. En tout cas, c'est tel que je l'ai analysé dans les retours d'expérience du label le plus C-, qui était le précurseur de la RE. Les seuils, ils les ont fixés à peu près où était la médiane de l'expérimentation. Donc, ça veut dire qu'il y a la moitié des bâtiments qui se faisaient avant qui ne passent pas. Mais surtout que dans l'expérimentation, c'était des bâtiments plutôt exemplaires qui ont participé, il me semble. Peut-être, à mon avis, il y a eu un peu de tout. Mais donc, moi, il me semble que ce n'est pas trivial. Évidemment qu'ils ont fait attention quand même, surtout sur les premières années, à ce que ça soit accessible. Mais je pense que ce n'est pas trivial. Et il y a quand même une vraie orientation qui est donnée sur les systèmes de produits, enfin, les appareillages, etc. Sur la performance bioclimatique du bâti, etc. Donc, il y a quand même un vrai coup un vrai engagement. Ouais. J'ai une question sur le fil de discussion. Les bétons isolants sont fabriqués avec des agrégats provenant de Grèce. À partir de quel point commence la mesure de la distance? On mesure de la racine, c'est-à-dire l'extraction de la matière première. Donc, si la matière première, elle vient de Grèce, qu'il y a une carrière en Grèce, c'est pris en compte dans le calcul. Nous, on remonte toutes les chaînes de tous les matériaux qui rentrent dans la construction, dans la fabrication d'un produit. Alors, je vais vous présenter assez rapidement les outils et solutions de la filière bois. Alors, à chaque fois que je présente cette diapo, elle est obsolète, mais voilà. Il y a des FDES collectives. Donc, collective, ça veut dire moyenne. Il y en a une 80, et puis il y a au moins 70 individuels, dont la moitié pour des isolants. Donc, vous avez des FDES de menuiserie, de produits structure, de revêtements et de panneaux, avec vraiment les principaux produits. Et vous en avez encore qui sont en train de sortir progressivement pour ce qui manque. Donc, moi, mon point de vue, comme ça, avec un peu de recul, c'est filière béton, filière bois, terre cuite, voilà, les grosses filières, en fait, vous êtes équipés en FDES. C'est-à-dire que quasiment tous les systèmes produits sont couverts au moins par une fiche collective. Donc, vous avez au moins une moyenne nationale. Et vous avez, comme on voit, des individuels, c'est-à-dire certains fabricants qui, en plus, ont les fiches pour leurs produits à eux. Par exemple, pour le CLT, il y a une fiche nationale et il y en a 5 ou 6 de chaque producteur de CLT. Donc ça, c'est très intéressant parce que ça va vous permettre d'affiner vraiment les choses. Et ce dont on parlait tout à l'heure, donc les outils qui permettent d'affiner, de recalculer la FDES spécifiquement au chantier. Donc, on a parlé tout à l'heure de celui du béton, il y en a pour l'acier, il y en a maintenant pour tout un tas de choses. Pour le bois, il y en a 2, DE Bois et 2 Bois de France. Et j'aimerais bien essayer de vous présenter 2 Bois de France si j'arrive à faire ça. Est-ce que là, vous voyez Internet ou vous voyez toujours mon PowerPoint? Non, c'est bon, on voit ton écran DE Bois de France. Donc voilà, c'est une application. Donc je me suis connecté, je me suis créé un compte, je me suis connecté et je veux faire une FDES, un calcul donc précis pour mon chantier. Et ben, je vais aller par exemple, voilà, je veux faire une FDES de mur à bois. Ça charge. Je vais lui donner un petit nom. Donc, mon calcul, hop, calcul sur bois, mon projet, mon chantier. Alors, on me pose quelques questions. Alors, c'est là où le problème, c'est qu'il faut avoir l'information. Quelle est l'essence des montants? Alors, si je ne la connais pas, je laisse le choix par défaut, toute essence. Mais si je la connais, bon, allez, supposons c'est du sapin épicéa.
Je sais que c'est du panneau d'OSB de 12, par exemple. J'ai des montants en 60 et j'ai un anthrax. Non, ça, c'est les largeurs. J'ai du 60-160, par exemple. Et j'ai un anthrax à 60. Distance atelier-chantier, si je mets inconnu, il va prendre la moyenne. Si par contre je la connais, eh ben, je vais aller la mettre. Allez, mettons 125 km. Là, on voit qu'il m'affiche l'empreinte carbone, donc 7,7 kg équivalent de CO2 par mètre carré. C'était avec les choix par défaut. Je vais me mettre à jour avec ce que je viens de renseigner. Voilà, manque de bol. Je suis un peu moins bon que la fiche moyenne, mais bon, c'est la valeur pour mon chantier. Si j'avais rentré une distance plus petite, probablement que je serais descendu, ou si j'avais un panneau un peu moins épais. Et donc, une fois que j'ai fait ce calcul, j'enregistre et je génère ma FDES. Ça la génère dans deux formats. Donc, un format qui est un format PDF qui permet de le lire sur l'ordinateur. Donc, vous avez votre FDES avec votre titre, votre projet, la date et le résultat. Alors, on l'a mis sur la couverture, mais après, évidemment, c'est une FDS comme les autres. Donc, vous avez tous les tableaux et les contenus que je vous ai montrés, l'explication du cycle de vie, etc. Et donc, hop, les tableaux de résultats qui sont là. Donc, avec le chiffre négatif en début de cycle de vie et le chiffre positif en fin de cycle de vie. Et il le sort aussi sous un autre format qui est un format XML. Alors là, si on le regarde, ça va ressembler à rien. Mais ça, c'est importé directement dans les logiciels d'analyse de cycle de vie de bâtiment. Comme ça, le bureau d'études, il peut utiliser ce calcul spécifique, hop, l'intégrer dans son calcul. Et donc, voilà. Donc j'ai un compte là-dessus. Donc, les bureaux d'études, ils peuvent avoir un compte là-dessus, sur celui du béton, de l'acier. Ils retrouvent leurs calculs ici enregistrés, ils peuvent toujours les télécharger et visualiser. Et donc, si je retourne, voilà, c'est ce qu'on appelle les configurateurs. Il y en a pour les menuiseries, voilà, il y en a, ça se développe petit à petit. Donc ça, c'est celui DE Bois de France, c'est pour les bois français. Également, la filière bois, elle met à disposition des sites d'information. Donc celui qu'a mentionné tout à l'heure Claire, il est intéressant parce que vous avez au même endroit les PDF avec les vues en coupe des systèmes, etc., les plans avec des carnets de détails. Vous avez les performances à chaque fois, acoustique, thermique, incendie, etc. Et vous avez les liens vers les FDES. Donc, c'est assez bien fait. Ambition Bois avec construction et réhabilitation. Pareil, là, vous avez tout un ensemble de ressources qui est, moi j'ai regardé, j'ai halluciné, je ne savais même pas qu'on pouvait faire quelque chose de... Enfin, c'est vraiment, il y a de la matière pour vous aider dans les projets. Et catalogue bois construction, j'ai déjà dit. Bibliobois, où là j'ai trouvé que c'était intéressant parce que c'était... Ah oui, il y a pas mal de tutoriels, de petites vidéos sur des détails techniques. Je trouvais que ça a bien fait. Et la filière met aussi à votre disposition des formations et des ateliers destinés principalement à la maîtrise d'œuvre et aux fabricants et entreprises bois. Ça va être dans les grandes villes, mais ça va être aussi dans les régions. C'est notamment soutenu par les interprofessions, donc, comme FIBOIS. Ça peut être en inter-entreprise ou en inter-entreprise. Et donc, ça peut être sur connaître les solutions constructives, savoir utiliser les FDES, utiliser les configurateurs, comprendre d'où viennent les impacts environnementaux des produits de construction bois, savoir éventuellement fixer des cibles, des seuils un petit peu de performance pour ces entreprises, pour les marchés par exemple. Voilà, ce sont toutes ces formations-là qui ont lieu ou qui vont avoir lieu et qui peuvent même être organisées sur demande.
Est-ce que vous avez des questions sur ces outils et solutions de la filière bois? Alors, je vois. Le poids de CO2 d'un mètre cube de béton est apporté à 80-90% par le ciment. Oui, tout à fait. Les agrégats comptent évidemment, mais sont minoritaires. C'est ça. Le béton, c'est principalement le ciment qui porte l'impact environnemental. Et quand on est sur du béton armé, c'est aussi les armatures. D'autres questions? Alors, peut-être pas sur ce thème-là, mais dans ce cas, sur d'autres, hein, n'importe quelle question, n'hésitez pas. Moi, j'avais juste une petite précision là sur, du coup, sur la première partie où tu parlais du calcul dynamique ou statique et tu présentais les différences entre les deux. Dans la réglementation en 2020, il n'y a que le dynamique qui est autorisé ou on peut aussi faire un calcul en statique? En fait, le calcul dynamique, c'est celui qui est utilisé pour faire les seuils. On calcule toujours les deux, le statique et le dynamique, mais c'est le dynamique qui est pris en compte pour les seuils. Les D'accord. tableaux que je vous ai montrés, c'est pour le dynamique. Ok. Peut-être tu peux arrêter le partage d'écran, je ne sais pas, Oui. ce sera peut-être plus simple pour voir s'il y a des gens qui ont des questions. Exactement. Moi, je me posais une petite question, mais je pense que j'ai la réponse dans ma question. Mais dans le cadre de chantier où il y a une part d'innovation, dans la démarche, ce serait peut-être, comme vous l'avez dit, de faire des FDES avec des données de base standard et puis les ajuster au fur et à mesure que l'expérimentation se précise et la confirmer à la fin du chantier. Parce que c'est vrai que par rapport à la transition écologique, on aime encourager ces démarches-là et à y être. Si on doit repartir des zéros sur les bases de données, pourquoi pas être sur des bases de données d'emblée vertueuses et puis essayer certains procédés pour avoir de la base de données pour les chantiers futurs. C'est ça. Ouais, ce qui arrive, ce qui nous est arrivé, nous, de faire, c'était de fournir à un fabricant, par exemple, qui répond sur un projet particulier et qui n'a pas encore sa fiche, de lui fournir une estimation pour que le bureau d'études puisse, voilà, avec un peu de marge pour être sûr qu'on ne se plante pas, pour qu'il puisse travailler déjà en phase de conception et assez tôt pour réaliser le calcul carbone global. Et dans le déroulement du projet, voilà, le temps d'établir la FDS, ensuite on la fournit. Ça arrive. Ouais. Moi, j'avais peut-être une petite question pour les architectes dans la salle. Aujourd'hui, vos bureaux d'études thermiques, ils sont à l'aise avec cette nouvelle réglementation environnementale? Enfin, comment vous sentez vos projets qui arrivent là? Comment vous vous sentez? Si quelqu'un veut répondre. Enfin, après, tout à l'heure, on a vu qu'il y avait un bureau d'études dans la salle qui, lui, a l'air bien au courant, mais voilà, moi, j'ai pas assez de recul avec les bureaux d'études. Je voudrais savoir s'ils ont suffisamment d'infos, si ça vous rassurait aussi là-dessus. Je ne sais pas si, Olivier, tu veux donner une partie de la réponse. Je pense Je crois que qu'on est tous très inquiets, hein. Le bureau d'études compris. Hein. C'est vrai. Mais j'ai envie de dire, mon âge un peu avancé me fait avoir un peu de recul. C'est pas la première RT. Alors celle-là, elle a une dimension ACV supplémentaire, mais c'est pas la première RT qu'on voit arriver. Et chaque fois, à l'arrivée des nouvelles RT, les promoteurs veulent vite déposer des permis avant qu'elles rentrent en application. Et puis les premiers dossiers qui sortent, on rame, quoi. Donc on va ramer, c'est sûr. J'ai cassé l'ambiance. Non, je pense pas. Je Non, après, le fil de discussion.
Ouais, côté architecte, je pense que ça, c'est peut-être moins. Ça dépend des volumes de projets et des domaines d'activité. C'est vrai que pour les architectes qui font du logement, et on est nombreux, c'est, ça pose question, mais je- enfin, quand on a de bonnes relations avec nos équipes de bureau d'études et qu'on a une démarche déjà vertueuse, et je pense que les gens qui sont connectés ce soir se posent de bonnes questions, ça va à peu près. Là où c'est compliqué, c'est si on n'a pas des réflexes de conception en place et qu'on n'a pas anticipé. Ça, Osaka, c'est ce qu'on va essayer de défendre, qu'on n'a pas anticipé qu'il y a du temps passé. Ça a été dit pendant vos présentations. C'est que l'inquiétude, moi personnellement, c'est que j'ai du mal à estimer le temps passé sur les premières, parce que peut-être qu'après, comme dit Olivier, après on va savoir faire, ça c'est sûr. Mais comme dans tout changement, ça prend un peu de temps et ça, quand je vois nos structures, on a déjà du mal à gérer l'équilibre de nos agences par rapport au temps passé sur les projets. C'est voilà, c'est des questions qu'on se pose. Mais ça, c'est plus pour valoriser nos honoraires et nos missions de maîtrise d'œuvre et garder la main sur les projets et la conception architecturale que en soi, rendre une F2S C'est en parfaite. effet un vrai sujet, je pense, parce que les promoteurs, si on parle que du logement, vont déjà avoir du mal à impacter sur leur coût de construction la plus-value que va générer forcément cette nouvelle réglementation. Est-ce qu'ils vont accepter d'entendre également une plus-value sur les honoraires de l'équipe de maîtrise d'œuvre? J'en doute. Mais de tout, il n'y aura Pas de pas le promoteur par choix. hasard ce soir parmi nous. Non, apparemment non. On voit deux messages dans le fil de discussion. Ah oui, je vois. Ricciotti dit que l'impact carbone d'un béton coulé in situ est moindre qu'un bois importé de loin. Alors, c'est toujours difficile hein, de faire des conclusions comme ça. En général, en fait, il faut regarder à chaque fois au cas par cas. En fait, comment dire? Il faut avoir une vision un peu statistique des choses, c'est-à-dire il y a des grandes tendances, mais après, vous pouvez avoir ce qu'on disait tout à l'heure, une très mauvaise fenêtre PVC, une très bonne fenêtre alu, et finalement, ça inverse l'ordre de ce qu'on pensait en moyenne ou en général. Donc, c'est à chaque fois au cas par cas. Effectivement, même sur un bois d'import, c'est intéressant. Par exemple, en termes d'empreinte carbone, euh, le transport en bateau, c'est 10 fois moins impactant que le transport en camion pour transporter le même poids sur la même distance. Ce qui veut dire que vous prenez un bois qui a fait, je ne sais pas moi, ou un bois ou n'importe quel matériau hein, qui fait 10 000 mètres, 10 000 km en bateau, c'est la même chose que s'il a fait 1000 km en camion. Donc quand on dit importer de loin, il faut voir. S'il a fait 3000 km de camion, ouais, c'est peut-être pas super. Mais ça se regarde au cas par cas. Hein. Pourrez-vous m'envoyer? Ok. Pour les DES, il ne faut pas utiliser les fiches gouvernementales qui sont supérieures à la réalité. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, il faut utiliser les données par défaut donc du ministère que quand il n'y a pas de FDES. Parce que c'est très pénalisant. Et des fois, c'est 20-30%, des fois même c'est plus. Donc, il faut vraiment les utiliser en dernier recours. Mais pour la plupart des produits de construction, maintenant, il y a des FDES, au moins des FDES moyennes, on va dire, nationales. Question bête, du coup, pour éviter si c'est le dernier recours, si il y a des F2S qui sont faits par les fournisseurs, qui sont plus précises, mais que sur le chantier où nous, on n'est pas marié avec des fournisseurs, et justement dans les marchés publics, on n'a pas à prescrire tel ou tel fabricant, comment on fait? Il vaut mieux prendre la fiche moyenne, D'accord. donc la fiche du syndicat,
des producteurs français de ce matériau, de ce produit. Comme Donc, ça, en marché public, il faudrait faire des FDES anonymes. Comment on en fait? fait c'est ça, hein, c'est des FDS collectives, elles s'appellent. Collective, d'accord, ça c'est Voilà, aussi. et dedans, dans la FDS, c'est marqué, ça couvre, par exemple, tous les fabricants français, ou ça en couvre que 10 et ils sont listés dedans. Mais au moins, voilà, c'est pas fermé. Et par contre, après, ça c'est en début, hein, mais enfin, une fois que vous réalisez le dernier calcul pour valider, là, si vous avez une donnée plus précise de celui qui a été finalement retenu, là, on peut la remplacer et mettre la sienne à la place. D'accord. Mais je pense aussi qu'en marché public, parce qu'il y a des fois où, pour optimiser ton projet et pour arriver à passer, tu choisiras le matériau le plus performant et tu ne choisiras pas le matériau avec une valeur moyenne, hein. Même si tu ne peux pas préciser le matériau, ben, ça fera partie des objectifs comme, je ne sais pas, la performance acoustique d'un vitrage. Tu mettras peut-être la valeur dans les caractéristiques techniques de ta préco, sans la citer, tu mettras la valeur de la fiche FDES. C'est ça. Après, il faudra faire peut-être juste attention que si la valeur, vous la fixez de manière à ce qu'il n'y ait qu'une seule entreprise qui puisse répondre. Ouais. Ben, comme ça arrive des fois avec d'autres critères, hein. C'est Ouais. un problème des fois, hein. Des fois, tu prescris un groupe froid qui a un COP où il n'y en a qu'un qui sait arriver à cette valeur-là. Et ça peut être un problème en effet de concurrence. Ouais, d'accord. Moi, j'avais une petite question. Je me place un peu plutôt du point de vue des entreprises charpentes ou autres qui vont construire et qui vont répondre dans le cadre des marchés publics ou aux contraintes du coup carbone. On va imaginer qu'effectivement, le marché public il va déterminer le lot menuiserie avec tel, peut-être le macro lot, je ne sais pas, avec tel impact. Ça veut dire que le charpentier, au calcul final ou à un moment donné, il va falloir qu'il dise, ou même tout simplement à la réponse de l'appel d'offres, il va déjà quand même vachement cibler ce vers quoi il va devoir aller et puis il va devoir tout justifier, quoi. C'est ça, il va falloir qu'il fournisse toutes les fiches de toutes ses fournitures. Donc voilà, le temps, il est multiplié aussi, je pense aussi au niveau des entreprises, mais c'est bien ça qu'ils vont devoir fournir en fait. C'est une bonne question. C'est-à-dire qu'en théorie, ce qu'on a vu tout à l'heure, donc les FDES collectives, elles couvrent tous les fabricants français. Par exemple, si on prend les produits de construction bois, les FDES de mur ossature bois qui existent ou de charpente bois, elles couvrent tout le monde. Donc, là, sur ce point-là, entre guillemets, l'entreprise n'a rien à faire si pour le calcul, c'est la donnée moyenne qui est utilisée. Bon, lui, il ne fait rien, la donnée, elle existe, elle est prise par le bureau d'études. Si par contre, on va un peu plus précis, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est le bureau d'études qui va faire le calcul tout à la fin en demandant les informations à l'entreprise de construction, ou est-ce que l'entreprise de construction elle-même, elle va faire le calcul en utilisant l'application web que je vous ai montré tout à l'heure pour pouvoir répondre? Sachant que ces applications, elles sont ouvertes, elles sont gratuites, donc elles peuvent être utilisées par n'importe qui. Donc, il se peut effectivement qu'on demande à l'entreprise pour pouvoir répondre, ce qu'on disait tout à l'heure, fixer des cibles, des choses comme ça, et que du coup, ça sera à elle d'aller sur le site et de sortir le calcul pour être sûr qu'elle répond bien dans les clous. Ok, oui. Ça pourrait, hein. On pourrait imaginer que ça aille jusque-là. Oui, parce que finalement, c'est elle qui a les variantes, quoi. Pardon, excusez-moi. C'est elle qui sait au dernier moment ce qu'elle va effectivement mettre sur son chantier. Si elle ne trouve pas la laine de bois de Pavatex et qu'elle prend celle de Steco, pour ne citer personne, hein, mais oui. dans son calcul, même, je ne sais pas si De Bois prend en compte ce genre de petites subtilités. Enfin, c'est tout ça, quoi. Enfin, moi, ça me pose question depuis la perspective de cette erreur. Effectivement, ouais, probablement qu'il y aura un travail un peu d'appropriation. Alors, dans les formations qui vont être proposées en région, ça, c'est le genre de choses qui peut être abordé. C'est-à-dire comment on se prépare en disant, moi, j'ai une offre de services, de produits, de systèmes. Comment je me prépare à répondre le jour où on me demandera c'est combien l'empreinte carbone de ce que vous me proposez, quoi.
Les FDES sont accessibles à tout le monde. Ça veut dire que les fabricants ont accès aux FDES de tous leurs concurrents. Est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'il y ait des ajustements de prix qui se fassent en fonction de la qualité de ces FDES? C'est-à-dire que celui qui a un produit meilleur, plus performant que ses concurrents, dise je peux le vendre plus cher vu que je suis meilleur que les autres. Et inversement, des entreprises qui baissent leur prix mais avec des produits moins performants. Ce qui à la fin risquerait, parce que les promoteurs étant toujours, enfin pas tous, mais souvent, dans ce même état d'esprit, d'aller chercher le produit le moins cher, mais qui passe juste. Oui, effectivement. Oui, je pense comme pour tout, hein. Effectivement, il va y avoir de l'optimisation. Parce qu'aujourd'hui, on est au début, chacun va faire ses FDES, mais à un moment donné, les entreprises vont chercher effectivement à se positionner commercialement en fonction de ça. C'est ça. Nous, on l'a vu hein, progressivement dans les années 2005-2010. Ceux qui avaient des FDES, c'était un peu les pionniers de l'environnement. C'était bleu, blanc, rouge et tout, parce qu'on avait une FDES. Dans les années 2010-2015, il y a eu une généralisation, mais c'était toujours un plus de l'avoir, mais ce n'était pas un problème de ne pas l'avoir. Là, plus on s'est rapproché de 2020 et plus on a eu des chantiers où s'il n'y avait pas d'FDES, c'était hors de question de répondre. Et là, depuis 2021-2022, nous, on a des retours effectivement de cibles en disant, voilà, ça c'est la cible. Si vous ne répondez pas en dessous de ça, en termes d'empreinte carbone, vous n'êtes pas bon. Quand on faisait des FDES pour des fabricants jusqu'à il y a 1 an ou 2, ils nous donnaient les informations, on leur donnait la FDES, ils ne regardaient pas les résultats. Aujourd'hui, quand on fait les calculs et qu'on leur remet les projets de FDES, ils prennent les FDES, ils comparent à celles de leurs concurrents et me disent pourquoi on est moins bon. Je veux qu'on vous m'améliorez ça. Donc effectivement, on sent que progressivement, ça se tend sur le sujet et que ça va devenir un levier de positionnement commercial. Est-ce qu'il y a d'autres questions? La conformité RT 2020 va-t-elle ajouter des points de contrôle supplémentaires à la RT 2012? Oui, c'est notamment cette partie, on a vu degré-heure, confort d'été, la partie environnementale, la partie carbone. Je vais prendre la parole. Moi, je vous avoue que j'ai une très, très grande inquiétude avec tout ce que je vois arriver. J'ai vraiment l'impression, je ne fais pas partie des plus jeunes, donc j'ai vraiment l'impression de me laisser aujourd'hui bouffer par la réglementation, que ma créativité se fait bouffer par la réglementation et que je suis de plus en plus soumis et contraint par tous ces règlements qu'il faut atteindre, ces performances qu'il faut atteindre, et que maintenant, en plus, on exige au stade du permis de construire, et que par lassitude, j'ai peur que la profession, par lassitude, s'oriente de plus en plus à une banalisation, vers des méthodes qui marchent, quoi, et puis ne plus être dans l'audace, voilà. Parce que dès qu'on va aller vers quelque chose de différent, ça va être tellement compliqué à le faire rentrer dans le cadre qu'on va jeter l'éponge. Voilà mon impression. Mais ça n'empêche pas que, mais il faut se soumettre. Il n'échappe pas. Mais c'est l'impression que ça me donne, quoi.
Alors, Et moi, peut-être je voudrais pas que ça soit le mot de la fin parce que, parce que oui, c'est pas très gai et la réglementation, personne ne l'aime et à juste titre, hein, c'est toujours compliqué, etc. Mais là, j'ai quand même l'impression que malgré tous les défauts que peut avoir cette nouvelle réglementation, on va quand même vers du mieux, c'est-à-dire qu'on va vers une société qui va émettre moins de CO2 et c'est quand même plutôt intéressant pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Et en plus, on l'a vu tout à l'heure dans l'analyse de cycle de vie. Aujourd'hui, on s'intéresse à un paramètre, le CO2, mais en fait, en faisant cette analyse de cycle de vie, on va aussi voir quel est l'impact sur l'eau, quel est l'impact sur tout le monde vivant. Et donc voilà, sans vouloir être écologiste jusqu'au bout, je trouve que c'est important qu'aujourd'hui on se pose ces questions-là dans le bâtiment. Et c'est peut-être un peu contraignant aujourd'hui, mais c'est ce que disait Olivier, je crois, tout à l'heure, c'est que il faut un temps d'adaptation et puis après ça va rouler, quoi. Voilà. comment on se positionne vis-à-vis des autres pays en Europe? Est-ce qu'on est les fers de lance de ce désir de performance? Les calculs d'empreinte carbone de bâtiments et de produits de construction se font aussi en Angleterre, se font en Allemagne, se font en Belgique, se font aux Pays-Bas, se font voilà, progressivement. Voilà, il y a eu notamment France, Allemagne, Angleterre à une époque, en Suède aussi, Norvège. Progressivement, par contre, on est les seuls à avoir une réglementation depuis peu. Oui, parce que j'ai l'impression que parfois que c'est comme un coup d'épée dans l'eau, quoi. Encore il y a peu de temps, j'étais en Italie, je voyais des feux de forêt de partout, enfin des feux de jardin, alors qu'en France, on nous les interdit, et puis ailleurs, ils ne se gênent pas de le faire. Quelque part, même si on doit servir d'exemple, j'ai l'impression qu'on est tellement minoritaire que où est le bien fondé de tout ça, quoi. Et c'est un vrai sujet, hein. Moi, je vous rejoins un peu sur ce regard. C'est une question qui se pose en général avec l'analyse de cycle de vie. Il n'y a pas que dans votre secteur, le bâtiment, mais ça se pose dans le textile, ça se produit de grande consommation. C'est que l'analyse de cycle de vie, historiquement, c'est une méthode qui est utilisée pour un producteur, par exemple, d'un service ou d'un produit, pour comprendre d'où viennent ces impacts environnementaux et volontairement y travailler à les réduire, à regarder les leviers. Et en fait, le fait de l'associer à une réglementation, c'est assez original, c'est assez récent et ça change finalement l'objectif même de la méthode en fixant des seuils. Et du coup, on peut se dire, on fixe une réglementation, est-ce que finalement, on ne va pas fixer le seuil assez bas pour que tout le monde soit sûr de passer? Donc, est-ce que vraiment ça va tirer vers le haut? Est-ce que ça ne va pas brider la créativité, etc. Donc ça, je pense que c'est le temps qui nous le dira. Je ne voudrais pas que demain, on se mette tous à faire uniquement de la maison bois, quoi, quand même. Oui, et surtout Même bêtement. si, C'est-à-dire qu'il ne faudrait bien, pas qu'il y ait des solutions bêtes. En fait, il ne faudrait pas que ce soit des solutions bêtes. C'est-à-dire que ce serait bête qu'il y ait une solution miracle, entre guillemets, qui passe partout. Et ce qui est intéressant, c'est que quand même, avant de sortir cette réglementation, il y a eu l'expérimentation. Et l'expérimentation, elle a montré, donc ils ont bossé sur, je crois, 1200 bâtiments, elle a montré qu'il n'y avait pas de solution miracle. En fait, il n'y a pas quelque chose qui marche tout le temps, à tous les coups, et qui à lui seul fait la performance environnementale. C'est vraiment ce qu'on disait au départ, hein, le bâtiment bien conçu, puis ensuite les systèmes et les produits et les matériaux bien choisis au bon endroit, complémentaires, etc., bien pensés. Donc, pour moi, après, il y aura peut-être des ajustements de la méthode, mais je pense que quand même dans la philosophie et dans la méthode, il y a cet aspect qui est dans votre métier un peu multicritère. Je pense que quand même, c'est… Voilà, ça. Mais moi, je ne suis pas dérangé par l'idée de réduire l'empreinte carbone ou quoi. Ça, on va dire, c'est dans l'air du temps, c'est l'écologie, tout ça. Par exemple, on nous demande de réduire l'empreinte carbone. Après, quand on regarde les Chinois, les Américains, c'est eux qui consomment le plus. Alors, c'est vrai, on peut se poser la question de se dire, nous, à notre petit niveau, qu'est-ce qu'on fait?
bon, on ne fait pas grand-chose, mais peut-être que dans quelques années, finalement, il faut bien qu'il y en ait un qui commence, quoi. Donc ça ne me dérange pas. Mais par contre, par rapport à notre pratique, on nous demande toujours de fournir, enfin, je trouve que c'est incompatible par rapport à notre manière de travailler. C'est-à-dire que dès le permis de construire, on doit fournir des informations, c'est ce qu'il y avait quelqu'un qui en parlait tout à l'heure, on doit fournir des informations qui ne sont pas compatibles déjà par rapport à notre rémunération, parce qu'on n'en est pas encore là, mais et surtout dans la démarche du projet. Par exemple, et c'est de plus en plus comme ça, même on nous demande, par exemple le BIM, c'est pareil, on nous demande de travailler en BIM dès le concours ou dès les esquisses, alors que nous, enfin, en tant qu'architecte, alors j'allais dire, on n'est pas formé ou pas habitué, j'en sais rien. Les systèmes anglo-saxons le font très bien, mais nous, on n'est pas habitué à cette méthode de travail. On doit déjà fournir des épaisseurs de murs et tout ça, alors que presque, quand on commence à travailler, ça ne fait pas du tout partie de notre démarche. Et là, on le voit aussi avec cette réglementation, où on doit fournir presque des fiches techniques, enfin, voilà, toutes les fiches dont on a parlé tout à l'heure, alors que ça va encore changer, on le sait très bien. Donc, on fait un travail, finalement, qui n'est pas rémunéré et qui, après, risque de complètement changer, quoi. Aussi bien pour les architectes, pour les bureaux d'études, pour tous les concepteurs, quoi. Donc, c'est là où c'est incompatible, je trouve. Mais bon, il faut le faire. Ouais, c'est vrai que dans l'absolu, c'est une démarche vertueuse. Enfin, je pense que voilà, il n'y a pas trop à discuter sur le fond. Mais c'est vrai que sur les faits, on parle tous, je crois, de temps passé. Et c'est vrai quand on voit dans le quotidien nos agences, on met en avant la bonne conception du bâtiment comme un préalable nécessaire à un bon résultat. Heureusement, heureusement. Mais il faut que dans nos agences, on arrive à préserver du temps pour justement cet objectif premier de ne pas perdre le sens des choses. Et c'est vrai que dans la profession, quand on observe l'évolution des réglementations, on a vu apparaître entre guillemets, des styles architecturaux ou des modèles de façade qui fonctionnent par vague de réglementation. Il y a eu la vague de façade liée à la réglementation du C+D, les vagues de réglementation HQE, etc. Donc je pense qu'il va y avoir la vague un peu de ligne architecturale de la RE 2020. Après, en soi, si c'est conforme au calcul et que le calcul est plus vertueux, il y a une partie de moi qui me dit que c'est pourquoi pas. Mais c'est vrai que voilà, en tant que syndicat, il faut qu'on défende le temps passé, nos honoraires. J'ai entendu aussi à côté entreprise, je pense qu'il y a un vrai bouleversement et peut-être qu'on peut s'associer et vraiment faire valoir ce temps passé sur la durée totale de l'opération. Voilà, ce serait dommage que ça nous détourne de l'enjeu premier qui est de produire de belles opérations et plus vertueuses au regard de l'environnement. Ce qui est étonnant aussi, c'est quand même de mettre en premier le logement comme pionnier, parce que pour moi, s'il y a bien un secteur où les acteurs du bâtiment sont les moins au fait des nouvelles technologies, c'est le logement individuel, par exemple. Les 2/3 des artisans, j'en connais encore qui ne savent même pas faire un PDF. Je ne vois pas comment ils vont pouvoir s'adapter à la réglementation. Et je ne sais pas comment ça va se passer, mais c'est très inquiétant. Et je pense qu'il aurait été préférable que cette RE 2020 s'adresse d'abord avant tout là où il y a des moyens. Et là où il y a des moyens, je pense que c'est plutôt le marché public, où il y a plus de moyens que le marché privé. Historiquement, dans toutes les réglementations thermiques et leurs évolutions, le bâtiment a toujours eu des contraintes supérieures. Depuis la RT 88, il y avait les règles G1 qui étaient beaucoup plus draconiennes que les GV qui s'appliquaient au tertiaire. Ça a toujours été dans ce sens-là. Le logement qui a été un peu parmi les premiers enjeux, qui après représente aussi, parce que je pense quand même que sur l'objectif global et toutes ces évolutions de réglementation thermique, elles sont liées aux objectifs de Kyoto qu'on a validé il y a déjà quelques décennies.
Le vrai sujet, on s'attaque au parc du logement parce que ça représente quand même une grosse partie de la consommation à l'échelle française, bien plus que les bâtiments tertiaires. Et pour moi, le vrai sujet aujourd'hui, c'est quand même le parc immobilier existant sur lequel il n'y a toujours aucune réglementation vraiment contraignante et qui représente une très grosse partie des consommations. Et on est, comme vous le disiez tout à l'heure, assailli de réglementation dans le neuf. Et puis, le parc de l'existant, il y a de l'incitation fiscale, il y a tout un tas de choses qui ont été mises en place, mais il y a rien de. Enfin, c'est très compliqué d'imaginer mettre en place une réglementation contraignante avec le parc immobilier existant. Mais je trouve qu'on est très, très en retard quand même sur les réglementations thermiques sur ce parc immobilier existant. C'est un avis. Bon, bah, ce sera peut-être le mot de la fin alors. Oui, je crois que là. En tout cas, merci beaucoup pour l'ensemble de vos présentations et voilà, les échanges et les débats prouvent que voilà, c'est un sujet presque qui mériterait encore d'être réabordé ensemble, peut-être en présentiel bientôt, je ne sais pas. Et merci à tous de vous être connectés. Je vois beaucoup de noms que je ne connais pas encore, donc n'hésitez pas à envoyer à Catherine vos coordonnées et on vous invitera pour les prochains jeudis. Et puis voilà, je vous renouvelle mes remerciements et bravo pour cette présentation très claire, parce que des fois c'est des sujets un peu difficiles à transmettre et à vulgariser entre guillemets, parce que c'est des données précises et puis il faut que ça parle à tout le monde. Donc bravo, voilà, défi réussi. Merci beaucoup. Bon, bonne soirée à tous alors, et puis à très bientôt, je l'espère. Et Catherine vous transmettra du coup les PDF, voilà, tous les éléments. N'hésitez pas.